Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de cette nouvelle série Sobericast de la chaire Réseau électrique et société en transition qui va porter sur la sobriété énergétique et numérique en compagnie aujourd'hui de Benjamin Jouve, doctorant CIFRE au sein d'Enedis et étudiant-chercheur parmi nous au sein de la chaire Grisette. Bonjour Rémi. Alors la sobriété énergétique, on peut donc s'interroger comment est-elle prise en compte, comme la sobriété numérique d'ailleurs, par les décideurs publics. Quand on prend les feuilles de route européennes et françaises en exemple, est-ce que la sobriété est à l'ordre du jour ou est-ce une lubie qui remonte à plusieurs décennies ? En effet, on peut se poser la question et partir du postulat de savoir si l'expression même de sobriété numérique et énergétique, elle est prise en compte récemment. Est-ce que l'expression est récente ? Et qu'est-ce qu'on entend véritablement par récent ? Alors, on peut dater les premières interventions de prise de parole chez les décideurs politiques sur la sobriété à 3 ans en arrière. Si on fait une petite chronologie, on a en premier lieu les interventions des think tanks qui ont une approche dès la période 2017-2018 avec les associations, les groupes de travail. On a Negawatt qui produit énormément de conférences et de rapports, ou encore le think tanks, comme The Shift Project qui a publié un rapport sur la sobriété numérique au début d'année 2020 et qui régulièrement depuis 2018 fait des conférences sur ces sujets-là avec sous l'égide évidemment de Hugues Farbreuf et Jean-Marc Jancovici. Côté ADEME, on a les premières interventions qui datent, elles, de 2019 avec un très gros rapport qui s'intitule « Penser la sobriété matérielle » où là vraiment vous avez une archéologie du concept très très forte sur 140 pages. Dans ce rapport, vous avez bon nombre d'exemples sur les démarches qui peuvent apparaître comme sobres, des démarches zéro déchet, où les familles peuvent être encouragées de manière incitative à consommer, à jeter moins. Vous avez également des démarches liées au frugalisme, au fait d'être plus sobre dans sa consommation d'énergie, à éteindre les appareils en veille, à faire finalement des éco-gestes, mais au moins à les quantifier, à les énumérer, ou des démarches de déconsommation qui peuvent paraître comme une évolution de normes sociales. Mais aussi on peut citer la table ronde sur la sobriété énergétique qui a eu lieu lors des assises de la transition énergétique à Bordeaux, qui s'est tenue en 2020. On voit bien qu'il y a quand même des prises en considération de la sobriété bien avant par les organisations qui ne décident pas de l'exécution politique, mais participent à l'influencer comme les think tanks. On peut se poser la question, pourquoi c'est si récent finalement ? En fait, sur le terrain des politiques publiques européennes et nationales, on peut affirmer quand même que la sobriété au sens large, c'est une thématique qui va historiquement de pair et qui découle des politiques publiques, accords internationaux, pactes qui sont instaurés depuis plus de 20 ans sur la thématique générale des réductions des émissions de gaz à effet de serre. En fait, elle n'était pas encore visible en tant que terminologie. Ces stratégies-là, en fait, elles sont historiquement fixées par des ambitions larges, globales, qui sont liées à des questions de changement climatique. Là, on parle évidemment depuis 92 avec le sommet de Rio, mais la sobriété en tant que terminologie elle-même n'apparaît véritablement pas encore. Même si elle n'apparaît pas, c'est des prises de considération générales qui sont datées et qui sont en premier lieu qui concernent les nations, qui concernent en second lieu le secteur de l'énergie où on parle de décarbonation entre énergie fossile et énergie renouvelable, mais aussi des questions évidemment de pollution. Si vous voulez, ces 3 premiers blocs qui ne concernent pas le consommateur lui-même, mais qui sont de grandes feuilles de route qui permettent aux nations de se mettre juste à la table pour discuter de ces choses-là lors de COP ou lors de sommets internationaux. Ensuite, à l'échelle française, on parle des enjeux d'économie d'énergie, de réduction de gaz à effet de serre au milieu des années 2000. On peut dater ça avec 3 grandes lois, avec la loi POP en 2005, qui institue les certificats d'économie d'énergie, le Grenelle 1 et 2, qui ont permis de mettre ces sujets-là sur la table en 2009 et 2010. Et plus récemment, évidemment, on a la loi TECV de 2015, qui a poursuivi ces sujets-là, avec l'impératif de transition énergétique, certains diront même injonction. Alors même si la terminologie sobriété n'est pas encore en 2015 véritablement employée, un certain nombre d'ambitions collées à la sobriété préexistent. Enfin, plus proche de nous, on peut citer également la stratégie nationale bas carbone qui découle de cette loi TECV de 2015, transition écologie pour la croissance verte. Et on a, côté européen, le 4e paquet énergétique de la Commission européenne, dit Clean Energy Package, qui fixe un certain nombre de mesures à l'horizon 2030 sur l'efficacité énergétique, les interconnexions, les capacités de stockage, mais aussi sur le marché intérieur de l'électricité avec une implication plus importante du consommateur. Pour résumer, on a un sujet de transition énergétique qui impacte dans un premier temps les matières premières, leur extraction et la mobilité. Et à côté de ça, il y a des briques politiques qui se centrent sur les entreprises, sur les collectivités. Et toutes ces briques-là font un petit peu émerger peu à peu les usages et le volet consommateur. Et in fine, il y a 3 ans, le sujet de la sobriété.
De manière concrète, quel rôle jouent les politiques publiques dans la mise en application de stratégies visant à réduire les gaz à effet de serre quand ils utilisent le terme de sobriété, comme tu viens de le dire, qui est apparu in fine il y a 3 ans, et ce qu'on a parlé il y a 2 mois de cela avec Elodie Razafine-Drabessoa, notre sociologue au sein de la chaire, des applications concrètes, les petits gestes du quotidien, mais dans les politiques publiques, comment ça a pu se dessiner quand ça concerne pas une approche micro, mais plutôt macro de la population? Aujourd'hui, c'est abordé de plus en plus et c'est véritablement très très récent. On observe ça depuis quelques mois. Ça s'est traduit notamment aujourd'hui par le plan de relance pour l'écologie, qui est de l'ordre de 30 milliards d'euros qui seront destinés à la transition énergétique, qui est publié début septembre. Et c'est véritablement le plan de relance qui fait apparaître le terme de sobriété. Alors il le fait apparaître dans le cadre du développement foncier, dans le cadre de l'économie circulaire. Et pour rappel, le gouvernement, je cite, souhaite sortir d'un modèle produire, consommer, jeter pour tendre vers une économie circulaire. Donc la terminologie d'économie d'énergie, d'éco-geste englobe encore le wording de la sobriété, qui est considéré encore comme un wording technique par les élus, par même les consommateurs. Donc côté stratégie française, on est quand même de plus en plus enclin à développer ce terme-là, à l'utiliser. Il y a la stratégie du gouvernement, mais côté collectivité, on peut quand même dire que la démarche est déjà lancée. On se rappelle que depuis 2015, les collectivités sont considérées comme les chefs de file de la transition énergétique, et certaines collectivités ont quand même construit aussi beaucoup de programmes politiques autour de la diminution des consommations d'énergie, autour des circuits courts. On peut penser à la commune de Le Perret en Yvelines, qui est très proactive sur le champ de l'autoconsommation et qui a été la première à parler avec Enedis pour faire de l'autoconsommation sur des circuits courts très importants. Mais est-ce que le terme sobriété est souvent employé? Peut-être pas, c'est souvent du bon sens pour les élus, selon le coût des éco-gestes. Finalement, la terminologie même de sobriété et sa sémantique, c'est le cheminement final de 20 ans de politique publique et de responsabilisation des décideurs politiques, des entreprises et de l'usager. Tu parlais du poids plus important des collectivités quand il s'agit pour le coup de la sobriété énergétique et numérique. Pour relier à ma prochaine question, on peut prendre en comparaison Bordeaux avec Pierre Romic qui justement au sein de la municipalité, de son administration, a eu une politique, on le sait, un peu décriée comme intégriste parmi ses détracteurs, avec le fameux sapin de Noël qui veut supprimer, c'est un exemple symbolique, sûrement politique, mais est-ce que du coup ça revient pas, toutes ces actions au niveau de la collectivité, à bouleverser tout un système? Ça ne revient pas un peu à changer notre quotidien, puisqu'on sait qu'à Noël, les gens, pour encore une fois le coup du sapin de Noël à Bordeaux, ça va changer le quotidien. Il y a des gens qui habitaient dans cette zone-là qui tous les jours voyaient le sapin de Noël, pour qui c'était un symbole de fête, ou d'autres comme le maire de Lyon, dont j'ai oublié le nom, qui décriait le Tour de France. C'est bien pour des considérations de sexistes, il me semble, que surtout la caravane du Tour, qui est une aberration écologique. Il faut savoir que la caravane du Tour, c'est composé essentiellement de voitures, de camions. Il y a des motos, il y a les gens pour se déplacer, voir le Tour de France dans les zones un peu isolées, se déplacer en voiture. Et donc du coup, est-ce que ça changerait pas un peu la sobriété, un peu notre quotidien finalement? La sobriété chez l'individu, elle passe par un imaginaire, beaucoup de normes sociales qui peuvent apparaître très complexes, ça a été très bien étudié par beaucoup de sociologues. Et donc du coup, oui, ça peut bouleverser le système et l'appréhension, mais ça peut bouleverser aussi les villes en elles-mêmes, puisque finalement les villes peuvent tendre vers beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus d'efficacité. Ça peut être un argument politique de déployer pour ses concitoyens un univers environnemental plus sain, plus protecteur pour ses administrés. Et voilà, ça peut contribuer à l'image d'une ville durable. On sait que par exemple la ville de Zurich, si on compare à l'échelle européenne, elle se dit mettre la sobriété au cœur de son dispositif de transition. Une politique qui est déjà vieille de 10 ans et qui a été votée suite à un référendum. La ville souhaite réduire ses émissions de CO2 à 1 tonne par personne par an à l'horizon 2050 et avoir une consommation énergétique largement diminuée avec une ambition de consommation de 2000 watts par personne par an. Donc on peut avoir des villes qui peuvent être précurseurs de la sobriété, précurseurs des économies d'énergie, mais qui ne sont pas forcément dans l'injonction, qui peuvent proposer à leurs administrés un mode de vie plus sain, plus doux, qui peut être moins urbanisé, moins pollué. Oui, la sobriété, finalement, ça ne doit pas être un sujet politique à part entière. En fait, il doit brasser tout le paysage et embrasser tout le paysage politique français. C'est pas une considération forcément écologique, ça peut être une considération qu'on peut imaginer comme large et globale, qui transcende à la fois les territoires et aussi les nations. Parce qu'à l'échelle européenne, finalement, est-ce que la France et le législateur doit-il s'inspirer de ses voisins, ou au contraire, faut-il aller à contre-courant de leur politique sur la sobriété énergétique et numérique?
numérique? Côté européen, on a quand même beaucoup d'exemples qui sont des exemples de villes. Les exemples récurrents qui sont souvent cités sont les exemples danois et allemands qui ont déjà réfléchi des politiques publiques liées aux efficacités énergétiques depuis des années, pas forcément liées à la sobriété. Est-ce que c'est un sujet qui existe? Oui, c'est une évidence. Est-ce que la France doit s'inspirer? J'ai envie de dire que la France est déjà assez précurseur, que ce soit sur ses think tanks, que ce soit sur ses entreprises, sur ces sujets-là. Donc oui, il y a des choses à piocher, il y a des choses à ajuster, mais la France en elle-même a déjà son modèle qui peut être préétabli, avec comme deux piliers les collectivités et les feuilles de route nationales, qui répondent directement aux feuilles de route qui, elles, sont transnationales et européennes. Donc là on parlait des collectivités, des territoires, de l'Europe, mais si on rétrécit un peu le spectre et la sphère d'influence, si je puis en parler en ces termes, la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui veille au bon fonctionnement du marché de l'énergie en France, depuis la dérégulation des marchés de l'électricité, enfin de l'énergie dans les années 2000, est-ce que ça c'est ancré dans leur feuille de route aussi, comme tu disais tout à l'heure? Est-ce que c'est un sujet qu'on évoque? Oui, en effet, même si la Commission de la régulation de l'énergie, créée il y a 20 ans, on le rappelle, ne se prononce pas vraiment sur le champ de la sobriété énergétique, celle-ci aborde quand même le sujet des économies d'énergie, évidemment, et même de l'optimisation du réseau électrique. On peut citer Jean-François Carenco, président de la CRE, qui lors d'une audition à l'Assemblée nationale en juillet dernier a conclu son propos en disant qu'il fallait mener, je cite, une guerre contre les consommations énergétiques, qu'il fallait faire baisser la consommation électrique. Alors, si le président de la CRE n'a pas directement parlé de sobriété énergétique, mais bien d'économie d'énergie, qui sont dans les manuels citoyens, mais aussi des opérateurs, il parle quand même in fine de la sobriété énergétique, mais aussi de l'effacement. Car selon lui, les acteurs de l'effacement sont encore très peu développés. On le sait, l'effacement des consommations énergétiques en France, c'est un background un peu controversé. C'est-à-dire l'effacement? L'effacement, si vous voulez, il y a des opérateurs d'effacement qui ont existé et qui existent encore, où vous avez un opérateur qui est extérieur des fournisseurs d'énergie classiques et du distributeur Enedis, qui peuvent proposer aux citoyens d'installer un boîtier chez eux pour effacer leur consommation d'énergie électrique lors de pointe. La pointe du réseau, elle est souvent identifiée à 19h, où il y a les consommations, les Français arrivent, ils consomment énormément, lave-linge, cuisson, et il y a des opérateurs qui existent et qui peuvent proposer au consommateur d'effacer sa consommation définitivement pour une période de 15 minutes et ensuite de la reprendre. Mais évidemment en faisant attention à l'effet rebond de ne pas consommer encore plus derrière. Sauf qu'évidemment en France, même si ces opérateurs-là sont pas encore développés, c'est quand même un peu problématique et pour rappel, on a quand même un gros contentieux qu'il y a eu entre Voltalis, un opérateur d'effacement, et EDF, où Voltalis disait que justement elle participait à l'intérêt général et au recul du réchauffement climatique en proposant aux consommateurs d'effacer leur consommation, mais le problème c'est que EDF derrière jugeait que l'effacement des consommations pouvait influencer son tarif d'électricité au lendemain, car on le rappelle, EDF sur le marché de l'électricité, il se prononce sur les prévisions des consommations la veille, à N-1, et donc du coup, la CRE, par une délibération en 2009, a sanctionné Voltalis au profit d'EDF, et Voltalis a dû indemniser EDF parce que voilà, il y avait trop d'effacement, et que EDF n'était plus capable, selon lui bien entendu, d'anticiper les consommations à N+1. Est-ce que dans les feuilles de route que tu évoques, que ce soit aussi bien du distributeur, de la CRE, des décideurs publics, est-ce que dans leurs feuilles de route, il n'y a tout simplement pas des gros projets qui vont arriver sur la sobriété énergétique, des gros chantiers à mener d'ici l'horizon, comme tu le disais, 2030, 2040, 2050 ? Côté partie prenante et entreprise, le distributeur, par exemple Enedis, a présenté son projet industriel et humain il y a quelques jours maintenant, pour la période 2020-2025, avec des engagements bien entendu sur la qualité de service public, sur l'optimisation de réseau par le stockage. Et Enedis souhaite et entend réduire à 20% l'ensemble de ses émissions de CO2 par rapport à 2017 en 2025. C'est côté opérateur. Très récemment, suite au plan de relance de 30 milliards à destination de la transition énergétique, il n'y a pas vraiment une feuille de route sur la sobriété, mais il y a une feuille de route sur la diffusion et la maîtrise du numérique à destination principalement des TPE, des PME, avec une prévision de l'ordre de 400 millions d'euros qui sera mobilisée d'ici fin 2022 pour financer intégralement ces secteurs-là, pour booster un petit peu la maturité numérique des entreprises, proposer des solutions d'intelligence artificielle et voilà un IT plus sobre. Donc on peut dire que oui, des mesures sont faites et même de manière très récente.
Pour conclure, on peut dire que la sobriété énergétique et numérique est encore à structurer. Le sujet est quand même tout récent. Il se développe de plus en plus dans les discours, dans les conférences, que ce soit sur le terrain de l'entreprise, sur le terrain national, et que c'est un discours qui prendra du temps. Évidemment, la transition ne se fera pas en 2 ans, ce sera en 5, 10 ans, et évidemment, c'est un sujet qui est enclin à être prise en considération sur le temps long. Les avancées continuent et on peut dire que ça ne cessera de se développer. Et ça tombe bien parce qu'à la chaire, on a prévu de faire plein de Sobericasts sur ce sujet-là dans les semaines à venir, et notamment la semaine prochaine, si tout se passe bien avec Elodie. Merci Benjamin, et on se retrouve la semaine prochaine pour un 2e épisode de Sobericast.